toujours coincé, ça. Oh! François, à l'aide, s'il te plaît, viens m'aider. Oui, Julie, qu'y a-t-il? Ah non, excuse-moi, j'avais oublié que tu révisais ton examen. Écoute, si ce n'est pas trop long, je peux quand même te rendre service. De quoi s'agit-il? Oh bien, je viens de me coincer le doigt dans le mécanisme du store et je n'arrive pas à le dégager. Enfin, Julie, tu ne pouvais pas le dire tout de suite. Attends. Doucement. Là, et voilà. Bon, tu n'as pas trop mal? Non, ça va. Bon, je vais te faire un petit pansement. Non, ça n'est pas la peine, je suis même pas blessée. Non, va vite travailler, non. Bon, comme tu voudras. Non, ça va aller. Voyons, où en étais-je? Dis-moi, François, Oui, ça ne doit pas être très agréable de travailler par un temps pareil. Hein. bien sûr, mais il faut que je passe mon examen demain, moi. Allô? Ah, bonjour, facteur. Ah, tout le monde sera là? Oh, mais en tout cas, pour moi, je réponds oui, hein. Attendez, une seconde, je demande à François. François, Oui, Julie. le facteur a fait des pizzas et il nous demande de venir déjeuner. Des pizzas? C'est bien tentant. Non, malheureusement, il faut que je travaille. Oh, mais ça n'est pas une raison pour mourir de faim. Tu as raison. Il faut bien que je me restaure si je veux tenir le coup, moi. Eh bien, dis-lui que je vais venir. Bon, eh bien, écoutez, François est d'accord. Entendu, à tout de suite. Allez, tu viens, François? Comment, tout de suite? Mais oui, il a mis les pizzas dans le four et il demande que nous ne tardions pas. Eh bien, allons-y alors, allons-y. Julie, François! Mais ils ne sont pas là! Ah, ils ont déjà peut-être dû partir à cette fameuse pizza party chez le facteur. Sans doute, oui. Regarde! Je me demande pourquoi François vient travailler ici. Il serait quand même plus tranquille chez lui. Ah bah ça, tu sais, je crois que Monsieur Bochen lui installe des placards en ce moment chez lui. Et ça, quand Monsieur Bochen bricole, il lui faut toute la place. Oh, Ouais, oula. peut-être, mais enfin, ce n'est quand même pas l'endroit idéal. Ouais. On pourrait peut-être essayer de lui trouver une meilleure place, non? Ah oui? Oui, mais où? Ouais. Où? Ah bah ça, tu sais, en cherchant un petit peu, on va finir par trouver. Hein. Bon, écoute, cherchons, d'accord, mais vite, hein, parce que les pizzas, Ouais. ça n'attend pas. Ouh! Qu'est-ce que c'est? C'est une herse pour les châteaux forts. Mais non, c'est une fourche. Fourchette. On m'a offert ce beau myrtillier tout chargé de fruits. Voyons cette petite myrtille qui reste encore. Qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Ça peut être Voilà. intéressant. C'est peut-être bon à Voyons s'il manger. y en a encore de ce côté-ci. Allons voir. Oui, je vois encore une petite myrtille. Et voilà. Pom, 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 pom. Tu vois, Ignès, ma mignonne, ce sont des myrtilles. On les appelle aussi des brimbelles. C'est joli ce nom, hein? Berk, c'est tout noir. Tiens, goûte, tu vas voir, c'est vraiment très bon. Ah, c'est pas appétissant. Tu n'as pas l'air de vouloir goûter? Oh non, sûrement Tu pas. as tort, Ignès. La myrtille est très très riche en vitamines. Toutes les vitamines. Et surtout, elle a une particularité. Elle contient une vitamine qui rend la vue plus perçante la nuit. Moi, la nuit, je dors. J'ai pas besoin de voir. Pendant la dernière guerre, les aviateurs qui devaient faire des vols de nuit mangeaient beaucoup de confitures de myrtille et ils y voyaient beaucoup mieux. Cela a été prouvé, tu sais, Ignès. Ça m'intéresse pas. Bah, allez, Ignès, ne goûte pas, voyons. Essaye, tu vas voir. Ça ne sent pas très bon. Mais c'est très agréable comme goût. Mais je veux pas voir la nuit, moi, je suis pas un aviateur. Bon, eh bien, tant pis pour toi. Je vais les offrir
à ma petite fille Laurence. Encore pour Laurence. C'est toujours tout pour Laurence. C'est bon, c'est bon. C'est pas bon, mais je mange quand même. Je veux pas que ça soit pour Laurence. Et puis cette nuit, comme j'aurai une bonne vue, j'irai chasser. Oh, le facteur est vraiment le roi de la pizza. Et toi, le roi des mangeurs de pizza. Ah ça, tu peux le dire. Tu en as bien mangé les 3/4. Oui, Oh, oui. heureusement qu'il y en avait beaucoup, sinon nous n'aurions rien mangé. Vous auriez tout de même pu couper le 4e quart en par égard. Je n'en ai même pas vu. C'est ça. Bon, ben, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec Mademoiselle Futter. Et moi, il faut que je termine mes révisions. C'est ça. Alors, mais où sont passées ma table, ma chaise et tous mes livres? Ah, mais bien sûr, j'aurais dû y penser. Encore une de vos fines plaisanteries. Ah non, il ne s'agit nullement d'une plaisanterie. C'est au contraire un service que nous te rendons. Ouais. Ah, parce que vous me rendez service en faisant disparaître tout ce qui me sert à travailler, bravo. Mais non, François. Écoute, viens par ici, tu Viens. vas comprendre. Tu Viens. vas voir. Viens. J'espère. Par là, regarde, Allez. regarde. C'est une Suis-nous. surprise. Ah bah ça, Hein alors, Alors, qu'en penses-tu? mon bureau, mais Hein? que Qu'en fait-il dis-tu? ici? On prend soin de toi, hein? Oui, tu as mais vu ça? franchement, je ne comprends pas très bien quelles sont vos intentions. Mais ici, à l'écart du jardin, tu pourras travailler beaucoup plus tranquillement. Mais oui. Ah oui, pardon de vous avoir accusé à tort, c'est effectivement une très bonne idée et je vous en remercie. Bien. Allez. Eh ben, nous te Travaille laissons bien. travailler, hein? Bon courage. Au revoir. Merci. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir un ballon? Tu veux un ballon? Mais bien sûr, je vais t'en donner un tout de suite. Mais, ah ben oui, bien sûr, mais mes ballons ne sont plus là puisqu'ils sont là-bas. Tiens, viens avec moi. Allons-y. Tu veux un ballon de quelle couleur? Un bleu. Tiens. Et moi, je retourne travailler. Monsieur Dusnob, c'est ma place. Ah, mon cher François, ce que viennent de faire Casimir et Hippolyte est complètement stupide. Bah, ils ont Vous allez être obligé de vous lever toutes les 5 minutes pour vendre vos ballons. Mais écoutez, ils voulaient m'être agréables. en faisant Peut-être, mais vos va-et-vient d'ici à vos ballons vont vous faire perdre un temps précieux. ça. Oh, écoutez, c'est pas grave. Mais si, c'est grave, François. Si, c'est très grave. Votre travail va en pâtir et ce soir, vous n'aurez jamais terminé. Tiens, eh bien, je travaillerai toute la nuit, voilà tout. Ah oui, c'est ça. Et vous dormirez pendant l'examen à beau travail. Écoutez, François, vous si raisonnable d'habitude. Non, écoutez-moi, je vous ai préparé chez Casimir un cadre dans lequel vous allez pouvoir travailler tout à loisir sans être dérangé. Mais, monsieur Il n'y a Dusnob, pas de mais, François. J'agis dans votre intérêt et vous m'en remercierez bientôt. Allez, suivez-moi. Tenez. Allez ça. Eh bien, allons-y. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet que j'ai beaucoup étudié puisque je lui ai consacré une grande part de ma vie et le volume de 2000 pages que voici. Cette étude a d'ailleurs été refusée par l'Académie des sciences, sans doute pour son côté trop ardu. Bien, voici cette chose indispensable à l'existence de notre monde. Je veux parler de la boîte d'allumettes. Je ne vous parlerai pas du contenu, l'allumette par elle-même qui peut éventuellement servir à faire du feu, mais qui est un objet dangereux. J'insiste sur le fait qu'il ne faut jamais jouer avec les allumettes. La prodigieuse aventure de l'allumette et de sa boîte a commencé en 1831. Un beau jour de cette année-là, le chimiste français Charles Sauria, fatigué de se faire voler ses briquets, inventa l'allumette. Rendons hommage à son génie et revenons à nos boîtes. Si vous avez l'esprit collectionneur, vous pouvez devenir philuméniste, c'est-à-dire collectionneur de boîtes d'allumettes. Retenez bien ce mot, philuméniste, cela impressionnera vos amis. Il existe une grande variété de boîtes. Tout d'abord, la boîte standard, également la boîte de salon, un peu plus grande, la pochette, les allumettes dites de ménage, voilà, et enfin les allumettes géantes. Impressionnant. Vous pouvez également fabriquer des trucs amusants. Cette tortue qui, en ouvrant la boîte, sort la tête de sa carapace. Encore plus drôle, ce serpent
qui sort soudain de la jarre. Hop. Ha, amusant, n'est-ce pas? Si vous êtes un peu adroit, vous pouvez fabriquer des petits trains, des animaux, et si vous êtes très patient, rien ne vous empêche de fabriquer une tour Eiffel de 3 mètres de haut avec des allumettes usagées. Ou toute autre chose, je ne sais pas. Un peu d'imagination, voyons. Oui, François, je vous ai réservé une petite surprise de ma façon. C'est bien bon à vous, monsieur Non, Dusnob. non, c'est tout à fait naturel. Oui, pardon, allez-y, je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, entrez. François, entrez, je vous en prie. Oui. Allez-y. Alors, pardon. Alors. Écoutez, monsieur Dusnob, vraiment, c'est somptueux, c'est magnifique. N'est-ce pas? Oui, c'est le propre bureau de l'archiduc. Oui, il a bien voulu me le prêter quand il a su que c'était pour vous. Bah, écoutez, vous remercierez l'archiduc de ma part et vous présenterez mes hommages à l'archiduchesse. C'est déjà fait. Elle vous adore, François. Oui, moi elle vous aussi. adore. Voyez-vous, je ne vous l'ai jamais dit, François, mais je souffrais. Vraiment, je souffrais de vous voir travailler dans ce jardin, en plein air, dans tout ce bruit, et puis sur cette petite table en bois. Vous savez, monsieur Dusnob, cette petite table en bois... Oh, je ne sais rien très du tout, suffisante. François, je ne sais rien du tout. Moi, quand j'étudiais, je le faisais dans un immense bureau en marbre rose. C'est très intéressant. N'est-ce pas? Passionnant. Bon, ne perdons pas de temps, asseyez-vous, je vous en prie, travaillez. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Asseyez-vous. Bon, je vous laisse travailler, François. Merci. Ah oui, une dernière précaution. Je décroche le téléphone, on ne vous dérangera plus. Oui, on ne vous importunera plus du tout, d'ailleurs, parce que je vais monter la garde autour de la maison. Travaillez bien, François. Alors, ça marche? Oui, ça marche très bien. Merci, monsieur Dusnob. Continuez. Je travaille, oui. Je veille. Merci. Merci, monsieur Dusnob. Non, vraiment, c'est pas possible de travailler sur ce bureau, non, vraiment. Bien là, je crois que ça va être un petit peu mieux. Alors, François, ça... Hmm? Et qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je travaille, monsieur Dusnob. Enfin, j'essaie. Et vous ne vous servez pas du bureau? Ah, le bureau, non. Non, monsieur Dusnob, non. Et vous êtes bien, là, derrière cette table en bambou? Oui, un petit peu mieux. Enfin, bien que ce ne soit pas encore parfait. Fais-je trop de bruit en montant la garde autour de la maison? Oh non, monsieur Dusnob, non. Vous êtes très discret. Un petit peu trop, même, d'ailleurs. Voyez-vous, monsieur Dusnob, je viens de me rendre compte que pour travailler, j'ai besoin autour de moi d'une certaine atmosphère. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manque ma petite table de bois blanc, pour commencer. Et puis, il me manque également Julie, dans son kiosque. Il me manque aussi Casimir, Hippolyte, le facteur, et puis les enfants aussi, avec leurs cris, leurs jeux. Puis enfin, tout le monde venant m'interrompre de temps en temps dans mon travail. Voyez-vous, monsieur Dusnob, jusqu'à présent, j'ai toujours travaillé ainsi et ça ne m'a pas trop mal réussi. Alors, puisque j'ai encore devant moi une bonne partie de la journée, eh bien, je retourne travailler au jardin. Et, monsieur Dusnob, je vous remercie encore, c'était très gentil. Au revoir. Heureusement que l'archiduc n'existe pas. Il serait terriblement vexé. Marine de Raymond Queneau. Les poissons ont de si jolies têtes qu'on est obligé de les déplacer fréquemment à cause des ravages qu'ils font dans le cœur des méduses. Les cœurs des méduses ravagées vont s'échouer dans les ports sous forme de pétroliers
ou de charbonnier. Les méduses elles-mêmes ne sont jamais repêchées. Un nouveau cœur leur pousse bien plus grand que le premier, bien plus beau et bien plus vert et bien plus dur. Car les méduses ne veulent plus aimer les poissons aux nageoires coupantes et aux ouïes blanches. Elles ne veulent plus aimer que le centre de gravité de chaque chose, dans le ciel et sur la terre. Les requins, eux, ne s'ennuient pas. Avec de la toile à matelas, ils fabriquent de jolis draps pour les noyés astucieux qui sont accourus vers eux en mâchant de la verveine pour se parfumer les veines. Non, les requins ne s'ennuient pas. Ils ont aussi de jolies têtes pour ravager le cœur des méduses inquiètes. Hein? Savant, très savant, c'est ce que je voudrais être. L'infini vraiment petit, très grand, j'aimerais le connaître. Les fourmis, les souris ont des vies extraordinaires. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on m'explique ces mystères. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales? Les moineaux, les corbeaux et les blanches tourterelles. Les canards tellement bavards montent tout là-haut des coups d'aile. Les marsouins, les dauphins qui sont de vrais mammifères sont heureux, c'est curieux, comme des poissons dans la mer. Je voudrais être très savant, connaître le secret des choses. Y a-t-il vraiment quelque part des éléphants roses? Quelqu'un a-t-il deviné ce qu'on trouve au-delà des étoiles? Y voit-on parfois des lions, des hommes ou des cigales? Tiens, c'est curieux. Le kiosque de Julie devrait être ouvert depuis déjà au moins une demi-heure. Ça ne lui arrive jamais d'être en retard. J'espère qu'elle n'est pas malade. Je l'entends qui arrive. Julie. Julie. Oui. Enfin, Julie, que t'arrive-t-il? Bah rien, quelle question saugrenue. Mais tu n'ouvres pas ton kiosque? Mais si, je l'ouvre, mon kiosque. Je vais l'ouvrir. Tu m'as l'air de bien mauvaise humeur. Je n'ai pas l'air, je suis de mauvaise humeur. C'est mon droit, non? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, vas-y, rouspète une bonne fois et après, ça ira beaucoup mieux. Oh, ne plaisante pas, ça n'est pas drôle. Figure-toi que j'ai toute la comptabilité de mon mois à faire et j'ai horreur de ça. Ah oui, alors là, je compatis bien sincèrement. Ah là là, bon alors, 15 paquets de bonbons au miel. Ah mais non, c'est le mois dernier, ça. Ah oui, des réglisses. Non, oh là là, mais où est passée cette facture? Mais quel désordre alors! Oh Excuse-moi, Julie, mais ce désordre, tu n'y es pas pour un petit quelque chose, par hasard? Mais non, pas du tout, c'est mon kiosque, c'est de la faute de mon kiosque. Il est mal conçu, il n'a pas de tiroir, je ne peux rien ranger, il est trop petit. Oh, de l'air, j'en ai assez de ce kiosque, de ces bonbons, de ces jouets. Oui, non, mais écoute, je t'en prie, Julie, calme-toi un petit peu. Tiens, viens prendre un bon bain dans la mer, ça te rafraîchira les idées, d'accord? Oui. Voilà une idée sensée. On emmène les enfants? Oh, ben bien sûr. Les enfants, venez avec nous. Nous allons à la plage. Venez, on va se baigner. Diable, Julie m'a l'air d'avoir le moral au plus bas. Ah, il faut faire absolument quelque chose pour elle. Ne vous inquiétez plus. Fulbert, Anselme, Dusnob s'en charge. Dans mon bain le matin, savonnette et shampoing, je joue comme un dauphin.
et je suis bien. Je fais des bulles de savon et je nage comme un poisson, bien plus doux qu'un édredon. C'est un plaisir, une passion. Et quand je serai grand plus tard, j'aurai 200 baignoires en or et en ivoire, carrés et à tiroirs, de toutes les couleurs, à pédale à moteur, des baignoires sabots en forme d'escargot, à roues comme un vélo, des portes comme une auto, et puis des tours comme un château. Dans mon bain le matin, je crée avec entrain des couplets, des refrains, et c'est très bien. Au fond de ma baignoire, j'invente des histoires, des voyages illusoires qui me mènent à la gloire. Et quand je serai grand plus tard, j'aurai 200 baignoires en or et en ivoire, carrés et à tiroirs, de toutes les couleurs, à pédale à moteur, des baignoires sabots en forme d'escargot, à roues comme un vélo, des portes comme une auto, et puis des tours comme un château. Et shampoing au cumin. Après je me sens bien. La 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 la. Oui, vous pouvez me croire, moi j'adore les baignoires. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est pas aussi facile que je le pensais. Oh là, bon, je recommence. Hop, attention à toi, Hippolyte. Attends, vas-y. Je dribble et je shoot. Bravo, quel shoot formidable. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Dusnob? Vous avez perdu quelque chose? Ça peut vous aider? Je n'ai rien perdu du tout. J'essaie de mettre des roulettes à ce kiosque. Ah, il essaye seulement de mettre des roulettes au kiosque. Oui, c'est d'ailleurs très bizarre parce que moi, je n'ai jamais vu de kiosque en train de faire du patin à roulettes. Hein. Tiens, c'est vrai, moi non plus. Ouais. Et pourquoi mettez-vous des roulettes à ce pauvre kiosque qui ne vous a fait aucun mal? Ah, moi, non. Mais à Julie, oui. Elle ne peut plus le voir. Ni son kiosque, ni ses bonbons, enfin, dans une colère terrible. Alors, j'essaie de mettre des roulettes pour pouvoir pousser le kiosque un peu plus loin, comme ça. Mais vous pourriez me donner un coup de main, tous les deux? Ah, mais avec plaisir, monsieur Dusnob, avec plaisir. Ah, non, très bien. Attendez. Moi aussi, je connais quelqu'un qui a des roulettes et qui peut nous aider. Je sais de qui tu veux parler, Casimir. Je vais chercher cette demoiselle. Merci. Cette demoiselle. Allez, excuse-moi, Casimir, pour une fois, mon cerveau est pris en défaut. Je ne vois pas de qui tu veux parler. Il s'agit de ma malle magique. Ah, une demoiselle en roulette. Attention devant. C'est évident. La voilà. Petite malle magique, hein. Oui. Nous voudrions que tu fasses disparaître le kiosque et les bonbons. Oui. Oui, parce que Julie ne veut plus en entendre parler. Hein. Rien de plus facile. Écartez-vous tous les trois que je puisse me concentrer un peu. Écartez-vous. Écartez-vous, allons. Kiosque. Et tout ce que tu contiens disparaît. Oh. Et voilà. Et voilà. Oh, merci, Hippolyte. Merci, Casimir, merci. Merci pour Julie. Et là, c'est moi qu'il faut remercier. Oh, merci, petite malle. Oh, hé, attention, il y a Julie et François qui reviennent. Oh, vite, vite, vite. Cachons-nous, cachons-nous. Julie va être contente. Quel désordre! Il y a de la poussière partout. Il me faut un aspirateur pour nettoyer tout ça. Oui, un aspirateur. Albert! Voilà. Oh oh! Oh, que c'est amusant ta nouvelle décoration. Je ne trouve pas le mot, mais ça me semble original. Oh, mais non, Albert.
Ce n'est pas de la décoration. Au contraire, ce sont des saletés qu'il faut enlever. Des saletés? Apporte-moi l'aspirateur. L'aspi quoi? L'aspirateur. J'y vole. Oh! Voilà. Mais ce n'est pas un aspirateur, Albert. C'est un séchoir. Un séchoir, hein? Celui-ci n'aspire pas, mais il souffle. Hein? Regarde. Oh là là. Voilà! Oui, aïe, 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 oh! Oh là là! Oui, oui! Aïe, aïe, aïe! Aïe, oh! Oh! Faut arrêter ça! Faut arrêter ça! Faut arrêter ça tout de suite, hein! Ah oui, hein, c'est bien la première fois que je t'entends rire, hein. C'est drôle, ça, c'est drôle! Oh là là! Voilà. Ça, c'est un aspirateur. Ah, c'est ça. Regarde bien, Albert. Oh, que c'est beau! C'est magique! Allez, essaye. Oh, j'ose pas, ça m'intimide! Pas l'habitude, moi, de me servir de ça, c'est... Oh, que c'est amusant! Ah oui, et ça, regarde! Et ça aussi, là! Allez, hop, hop! Ah, mais c'est vrai! Oh, ça aspire tout! Ça aspire tout! Aïe, oui. Ah. Oh. Ah. Et où est-ce qu'il est passé, le gros Barnabé? Où il est caché, le gros Barnabé? Au secours! Au secours! Au secours! Ah, le voilà. Pauvre type. Un poème de Raymond Queneau. Toto a un nez de chèvre et un pied de porc. Il porte des chaussettes en bois d'allumette et se peigne les cheveux avec un coupe-papier qui a fait long feu. S'il s'habille, les murs deviennent gris. S'il se lève, le lit explose. S'il se lave, l'eau s'ébroue. Il a toujours dans sa poche un vide-poche. Pauvre type. Chut. Eh bien, tu vois, Julie, tu as retrouvé ta bonne humeur. Absolument. Et tu sais que le plus fort, c'est que je suis très contente de retrouver mon vieux kiosque. Ben, bien sûr. Julie. François. Mais le kiosque. Le kiosque, il a... Il a disparu. Mais enfin... Mais c'est une catastrophe. Mais, oh, écoute, je vais téléphoner à Monsieur du Snob. Allô, mais Monsieur François... du Snob. Il n'y a pas de téléphone puisqu'il n'y a pas de kiosque. Allô, oui, François? Ah, Monsieur du Snob, eh bien voilà, Oui. Je sais. Vous savez où il est passé? Je sais. Hippolyte, Casimir, venez avec votre ami. Par ici, petite malle, on arrive. Voilà. Vous allez comprendre tout de suite. Hop. Et voilà. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Oui, oh, bah c'est pas la peine de parler, j'ai tout compris. C'est elle qui a fait le coup, mais pourquoi? Mais
Pourquoi? Parce que Monsieur Dusnob nous a dit que tu ne pouvais plus supporter ni ton kiosque ni tes bonbons. Ouais. Alors c'était pour te rendre service. Mais enfin, j'avais dit ça en l'air, moi. Je ne le pensais pas vraiment. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant, sans mon kiosque? Oh, ne t'en fais pas, Julie. Avec elle, il y a sûrement une solution. Bon. Petite malle magique, peux-tu faire réapparaître le kiosque? Oui, et avec tous les bonbons, hein. Ah, le kiosque, je peux, c'est facile. Mais les bonbons, c'est impossible. Et pourquoi? Parce que les bonbons, je les ai mangés. Et ils étaient délicieux, d'ailleurs. Oh, malle magique. Un peu de soleil filtre au travers de mes rideaux. Tibidibidi, tibidibidon, je chante, Les copains du quartier, ma cousine Aglaé, m'attendent pour jouer. On va bien s'amuser. Les oiseaux me chantent un petit air de carnaval. Tibidibidi, tibidibidon, je chante. Je rêve, c'est normal, que je suis roi du bal. Les tracas, je n'en veux pas. On aura des soucis, que nous disent les grandes personnes. Attendons le moment où nous serons grands. Et peut-être demain, comme on n'est pas des pommes, nous ferons de la vie un vrai paradis. Un air de samba se répand soudain dans les rues. Tibidibidi, tibidibidu, je chante. Ma cousine Émilie se déguise en souris. Mon copain Alfredo s'habille en torero. Une farandole se forme en bas de l'avenue. Tibidibidi, tibidibidu, je chante. La ville est en folie. On chante, on danse, on rit. C'est le bal du carnaval. On aura des soucis, nous disent les grandes personnes.
Attendons le moment où nous serons grands. Et peut-être demain, comme on n'est pas des pommes, nous ferons de la vie un vrai paradis. Un peu de soleil filtre au travers de mes rideaux. Tibidi-bidi, tibidi-bidon. Je chante, je rêve, c'est normal, que je suis roi du bal. Les tracas, moi je n'en peux pas. Les tracas, moi je n'en peux pas. Les tracas, moi je n'en peux pas. Je viens de terminer la lecture d'une formidable pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. La majeure partie de l'action se situe vers la fin du règne de Louis XIII à Paris. C'est une pièce qui est écrite en vers alexandrin, qui respecte la rime, la mesure et le rythme. Vous savez ce que c'est? Eh bien, la rime, c'est la similitude, c'est-à-dire la ressemblance entre les sons terminant les fins de vers. Par exemple, facteur et moteur, ou bien Julie et folie. La mesure est le nombre de syllabes que contient chaque vers. Dans un alexandrin, il y en a 12. Et enfin, le rythme, le plus important, donne la cadence, comme dans un morceau de musique. Bon, bien sûr, dans la vie, nous ne parlons pas en respectant ces règles de versification, mais cela serait intéressant ou drôle parfois. Vous ne trouvez pas? Moi, je me demande ce que cela donnerait si Casimir, Hippolyte et Léonard parlaient ainsi dans la vie, en alexandrin. Eh bien, je crois que tout à l'heure, nous verrons cela. Mais en attendant, j'ai l'impression que notre ami Philibert le Globure a lui aussi pour aujourd'hui un sujet poétique. Le plus beau vers de la langue française, un poème de René de Robaldia. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Voilà, mes enfants, sans en avoir l'air, le plus beau vers de la langue française. Et, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Et le poète aurait pu dire tout à son aise, le jet volumineux piquera des pois fins. Eh bien non, mes enfants, le poète qui a du génie jusque dans son délire, d'une main moite a écrit. C'était l'heure divine, où sous le ciel gamin, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. G, les G expirent dans le J. Là, le jet est agi par le génie du poète qui s'identifie à l'oiseau sorti de son nid, sorti de sa ouate. Quel galop, quel train dans le soupir, quel élan souterrain. Quand vous serez grains, mes enfants, et que vous aurez une petite amie anglaise, vous pourrez murmurer à son oreille dénaturée ce vers le plus beau de la langue française et qui vient tout droit du gallo-romain. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Admirez comme voyelles et consonnes sont étroitement liées, les unes appuyant les autres de leurs ailes. Admirez aussi, mes enfants, ces G à vif, ces G sans fin, tous ces G ingénus qui sonnent comme un glas. Le G, là. Blaise, 3 heures de retenue. Motif, tape le rythme avec son soulier froid sur la tête nue de son voisin. Me copierai 5 fois, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Vous êtes prêts? Alors, essayons d'imaginer Casimir, Hippolyte et Léonard en personnages d'Edmond Rostand. Bon, je ne vous promets pas une complète réussite, mais imaginons. Imaginons. Léonard, mon ami, je crois qu'il est très tard.
J'irai bien retrouver mon bon lit sans retard. Mon vieux, ne m'en veux pas. Pour ce soir, j'abandonne. Casimir! N'insiste pas. Bien, je te pardonne. Tu t'es pourtant levé vers 12h30. Et alors, qui te dit que j'ai assez dormi? Comme un pâle rocher sur une mer obscure, qui déchire les vagues de sa lame si pure. Que dis-tu, Casimir? Moi, rien du tout, pourquoi? Il me semblait pourtant que j'entendais ta voix. La lune est accrochée au noir plafond du ciel. Son sourire est figé dans sa couleur de miel. Qui chuchote? Qui parle? Au ciel, puis-je qu'entends-je? Mais ne dirait-on pas la douce voix d'un ange? S'il y avait un ange ici, je le saurais. Renard, c'est évident, puisque je le saurais. Mais qui est donc ce fou qui parle à ma fenêtre? Un fou? Dis-tu? Hippolyte peut-être? Où en étais-je? Ah, au noir plafond du ciel. Oh zut, j'ai perdu la ligne. Ah oui, couleur de miel. Et la nuit qui s'étend rassemblant les étoiles au bord de ma fenêtre a rabattu ses voiles. Je crois que je connais ce balourd monstre vert qui nous donne l'aubade en nous lisant des vers. J'ai gagné mon pari. Mais oui, c'est Hippolyte. Il entre, le voilà. Il me reste la fuite. Bonjour. Ah, trop tard. Cousin, mais que faisais-tu là? Quelle idiote question, cousin. Cela se voit. Regarde. Eh bien oui, quoi? Mais mon joli costume. Il sent la naphtaline. Oh, sans Léonard humain. Ne suis-je pas ainsi, monsieur de Bergerac? Vous avez devant vous... Hippo de Givrebrac. Alors, qu'en pensez-vous? Ah oui, bien sûr, la rime, la mesure et le rythme ne sont pas toujours respectés. Mais ça, que voulez-vous? Ce n'est pas Edmond Rostand qui a écrit leur texte. Nos amis manquent un petit peu de panache et d'élégance. Mais que voulez-vous? Tout le monde n'est pas inspiré par le génie. Tenez, demandez donc à Toba ce qu'il en pense. Que se passe-t-il, Toba? Tu as mal à la tête? Tu m'entends? Pardon? Je te demande si tu as mal à la tête. Quelle tête, oh. Enfin, la tienne, tu te tiens la tête à deux mains comme si elle allait tomber. Mais non, laisse-moi tranquille, Grouchy, je cherche ma respiration. Pourquoi? Tu as du mal à respirer? Tu es oppressé? Oui, c'est ça, je suis pressé. Non, enfin, tu es pressé ou oppressé? Pressé, je cherche ma respiration poétique. Oui, j'ai compris, ah oui. Tu veux dire l'inspiration, oui. Tu cherches l'inspiration poétique. Ah, ça s'appelle comme ça? Ben oui, mais enfin, pourquoi es-tu pressé de trouver l'inspiration? Ben, je veux écrire un poème. Ah oui, et pourquoi faire? Pour vous prouver à tous que je suis un grand poète. Oh, mais tu as déjà commencé, je vois. Oui, j'ai écrit les 2 premiers vers. Écoute. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Mais comment le sais-tu? Eh bien, je le sais parce que ce que tu as écrit existe déjà. C'est une vieille chanson. Mais il vaut mieux trouver par soi-même et ne pas se contenter de recopier ce qui a déjà été écrit. Oh, moi je suis démoralisé, hein. J'abandonne la poésie. Je vais me lancer dans la peinture, tiens. Ah bon? Oh, mais il me vient une idée. Une idée de poème. Ah. Attends. L'inspiration revient. Écoute, Grouchy. J'écoute. La peinture à l'huile, c'est très difficile. Mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Je ne peux pas écrire sans que tu connaisses la suite. Je suis un incompris et ma peine est immense. J'aimerais tant écrire un poème inédit, de jolis vers, plein de douceur et d'élégance, et qui me sacrerait poète de génie. Oh, bravo, ça c'est une vraie création. Bravo. Assez de moquerie, assez de flatterie. Je ne puis supporter ton ironie glacée. Allez-vous-en, Grouchy. Laissez-moi seul ici. Ça, mais Thomas, ça va? Oh là là. Je vais, en quelques mots, vous raconter l'histoire de Cyrano de Bergerac. C'est un tourbillon de belles phrases, d'envols de cap, de tintements d'épée. Cyrano de Bergerac est soldat du roi dans le régiment des cadets de Gascogne. Et tous ses camarades, comme lui,
sont nés dans cette belle région du sud-ouest de la France. Cyrano est amoureux de Roxane, sa cousine, une belle jeune fille de la cour, mais il n'ose pas déclarer son amour à la dame de son cœur. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a un grand nez. Un grand nez. C'est ridicule, n'est-ce pas, d'être malheureux à cause de cela? Et pourtant, vous savez, Cyrano est intelligent, brillant, spirituel, poète, escrimeur de première force, soldat héroïque, etc. Mais rien n'y fait, rien ne le console. Il a un grand nez. Mais j'y pense. Mais Léonard aussi a un grand nez. Hippolyte, descends, tu vas casser ma table. Oh, je ne sais plus quoi faire, il est insupportable. Gentil monstre, bon voisin, rieur, chanteur, musicien, joyeux danseur, plein d'entrain, grand gaffeur aux idées en vrac, Casimirus présentant bien, je suis le meilleur des cousins, voici Hippo de Givray-Brac, qui dit tout, mais ne pense à rien. On s'y croirait, hein. C'est la fièvre de la Gascogne. Hippolyte, tais-toi, sinon, cousin, je cogne sur ton chapeau à plumes et t'en fais un bonnet. Hé, tu n'oserais pas me donner sur le nez? Le nez? Chut, chut. Attention, c'est un mot qui le vexe. Il trouve son nez long et s'en fait un complexe. Oh, mais non, Léonard, ton nez n'est pas si long. Il est même assez court. Enfin, bof. Allons, assez court, mon grand nez, ou rond comme une pomme, j'ai le nez d'un renard et non celui d'un homme. Lorsque, dans mes tunnels, par des chemins obscurs, je creuse laborieux, m'éloignant de l'air pur, mon nez, mais après tout, est un outil pratique, car du roc, c'est le pic, la pelle mécanique. Sans ce nez long et fier, je ne suis plus renard. Mon nez est mon emblème, et mon nom, Léonard. Oui. Léonard a raison. Ah, ça, lui, au moins, il n'est pas gêné par son nez. Non. Il est heureux de vivre, il est bien dans sa peau. Mais ne croyez pas que Cyrano soit toujours ainsi. Non. En amour seulement. Car lorsqu'il s'agit d'un duel à l'épée, et surtout lorsqu'il s'agit de défendre un de ses amis en danger, alors là, il n'hésite pas à se battre à 1 contre 100. Pour lui, l'amitié compte beaucoup. Mais comme pour nos 3 amis aussi, d'ailleurs. Malgré tes petits formes d'ici, muchas salgan de fuori d'ici. De la cosa della linea. Ma la cosa c'è sempre la pulver che gli piace sempre la fondi. Ma la cosa c'è fuori di descende, la cosa per andare, dice sì, guarda, sprinta, non lo fondo, dice butterfly, bara kan du säga well, camping here, det är samma fondi. Bara kan du säga bara kan du Little funny. The horses. Ja, la casa ci fa fuori del... adesso è il turno, va. Che bestia, porca che è vero come ti si da un cane, dai. È vero quando sei fuori, Dai, Lazio, per fuori. Adesso, non c'è pa, è vero quando sei fuori. Adesso è vero quando sei fuori. Brutta bestia, Nick! Ma guarda per la gamma! Ma è montagna adesso! Ma
la piccozza, la canna pure fuori di siete. Hop là, hop, aïe, cousin! Ah, que je suis heureux, et quel jeu amusant! C'est un jeu dangereux. Tu veux donc me blesser? Oh, vous me rendez malade avec vos hurlements et cette bousculade. Taisez-vous donc enfin et allez vous coucher. Léonard, mon ami, pourquoi t'effaroucher? Assez, il a raison, ça suffit, Hippolyte. Dehors, va te coucher, allez, du balai, vite! Allons plutôt trouver François dans le jardin. Venez. Oh, s'il vous plaît. Bon, d'accord. On vient. Passe devant, cousin. J'ai peur que tu l'arraches. Peur que j'arrache quoi, mon cousin? Mon panache. Hé, François, mais il dort. François, il dort. Oh, François, réveille-toi. François. Je me suis endormi. Je rêvais qu'Hippolyte s'était déguisé en Cyrano de Bergerac. Oui. Mais Casimir, je deviens fou. Hippolyte, tu t'es déguisé en... En hippo de Givray-Brac. Si tu savais, François, cela fait 1 heure qu'il nous agace avec son épée, son panache et ses alexandrins. Comme dans mon rêve. Oui, et il nous lisait des vers par la fenêtre. Comme dans mon rêve. Et puis il est monté sur ma table. Mais dans mon rêve aussi. Et comble d'horreur, il a fini par me parler de mon long nez. Mais tout cela... Mais je l'ai rêvé. Qui sait, mon cher François, où s'arrête le rêve? Où commence la vie? C'est une roue sans trêve qui tourne et nous fait voir le vrai ou le roman, tantôt les yeux ouverts et tantôt en dormant. Et il en est ainsi surtout quand on habite une île de rêve d'enfant. Oh, Hippolyte. Hippolyte.